Bienvenue dans le 4e rendez-vous de l'émission L'enfant a des droits. Une émission de Radio Tiroir, la radio du théâtre du Tiroir. Dans ce 4e épisode, nous allons aborder la République d'enfants. Oui, cette émission est un hommage à Janusz Korczak, qui dès 1912 fut l'initiateur de ce qui est devenu la première Convention internationale des droits de l'enfant. Convention signée en 1989 par 192 pays, pour dire une chose essentielle que Korczak martelait toute sa vie: l'enfant a des droits, l'enfant a droit au respect. L'une des premières républiques d'enfants à avoir existé est celle que fonda il y a tout juste 100 ans Janusz Korczak à Varsovie. Janusz Korczak est le pseudonyme de Henryk Goldschmidt, un médecin polonais qui écrivait déjà des petits romans pour les enfants comme L'enfant de la rue ou L'enfant du salon, qui écrivit quelques pièces de théâtre. Et puis, quand il voulut publier, il préféra choisir un pseudonyme, Janusz Korczak, qui est le nom d'un héros d'un célèbre roman historique polonais. Eh bien, Henryk Goldschmidt, qui va devenir Janusz Korczak, dit qu'en c'est en lisant par hasard une petite annonce publiée dans la Nouvelle Gazette par la Société d'aide aux orphelins que ce pédiatre polonais répond à l'offre de prestation d'un médecin, quelques heures par jour, dans l'un de ces établissements pour orphelins. Non seulement Henryk Goldschmidt, dit Janusz Korczak, va être recruté par cette association philanthropique, mais il va en devenir l'un des membres les plus actifs. Il conçoit alors de créer son propre établissement, qu'il appellera Dom Dziecko, la maison de l'orphelin. Elle voit le jour en 1912. Elle se structure autour d'une pédagogie particulièrement novatrice. En effet, Janusz Korczak est convaincu que la société est divisée en deux classes. La classe des adultes, usurpant tous les droits, et la classe des enfants, vivant en servitude. Afin de protéger les enfants de l'arbitraire des adultes, Janusz Korczak instaure dans son établissement un parlement des enfants. Ce parlement constitue l'organe décisionnel de la communauté. Cette instance se réunit une fois par semaine pour débattre des règles de vie, de leur modification ou de leur confirmation. Y sont élus par plébiscite des députés enfants, choisis parmi les meilleurs. Par exemple, les conflits entre membres de l'établissement, qu'ils soient enfants ou adultes, étaient réglés par un tribunal d'arbitrage où siégeaient chaque semaine 5 enfants désignés par tirage au sort parmi ceux qui n'étaient ni plaignants ni accusés. Un seul adulte était présent dans ce tribunal d'arbitrage, un adulte qui jouait un rôle de greffier secrétaire, mais ne prenait pas part au jugement. Ce tribunal d'enfants, institué par le Parlement des enfants, disait en 1000 articles que l'éducatif est plus fort que le répressif. L'organisation de la République d'enfants qu'a initiée Janusz Korczak dans Dom Dziecko, la maison de l'orphelin, mérite d'être détaillée tant elle est riche en dispositifs et en mécanismes qui mettent en avant la démocratie et l'égalité entre enfants et aussi entre enfants et adultes. Pour plus de détails, on pourra se reporter au site internet que lui consacre l'association française Janusz Korczak. Pour aujourd'hui, si vous voulez, intéressons-nous au tribunal pour enfants qui régissait les lois et les règles de la vie de la maison des orphelins. Rappelons le code de 1000 articles qui gérait la vie interne de l'établissement. Parmi ces 1000 articles, les 99 premiers
excusait ou innocentait les accusés qui étaient présentés devant le tribunal hebdomadaire des enfants. Ce qui était avant tout recherché, c'était toutes les raisons possibles de l'acquittement, y compris à titre exceptionnel. Il fallait attendre l'article 100 pour aborder la question des condamnations et attendre l'article 500 pour commencer à évoquer une répression dont les formes restaient toujours très bienveillantes, comme par exemple publication de la sanction, communication à la famille, et enfin la suspension des droits civiques à l'intérieur de la République des enfants. Non, ce qui importait, ce n'était pas la vengeance ni la punition, mais plutôt l'ouverture vers une réparation possible, une prise de conscience par l'enfant des conséquences de ses actes. Il fallait attendre l'article 1000 pour découvrir la mesure la plus grave, le renvoi de la maison des orphelins. Autant de règles acceptées par des jeunes particulièrement rétifs à toute forme d'autorité. Un ancien éducateur de la maison des orphelins à Varsovie, dans Dom Siero, M. Joseph Arnon, disait ceci. Ces enfants vivaient en état de constante frustration. Ils refusaient les règles primordiales de la société dans laquelle ils vivaient. En général, ils se montraient allergiques à toute forme d'autorité. Ils n'avaient plus confiance dans le monde des adultes. Ces enfants apportaient avec eux d'immenses craintes, d'immenses angoisses et une méfiance systématique. Ainsi parlait Joseph Arnon, ancien éducateur de la maison des orphelins. La République d'enfants de Janusz Korczak fonctionnera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et cela dans les 2 orphelinats pilotes, l'un pour enfants juifs, Dom Siero, dont nous avons parlé, créé en 1912, et l'autre pour des enfants catholiques, Nas Dom, Notre Maison, créé un peu plus tard, en 1919. La République d'enfants de Janusz Korczak disparaîtra le 5 août 1942, jour de la déportation depuis le ghetto de Varsovie des 200 enfants orphelins juifs dont il avait la charge vers le camp d'extermination par la mort de Treblinka. Quand Janusz Korczak, à la tête d'un cortège de 200 enfants, derrière un drapeau vert comme tout ce qui pousse, l'emblème de l'orphelinat, un officier allemand lui proposa d'être libéré. Mais il refusa. Korczak refusa toujours les opportunités de fuite du ghetto de Varsovie. Et c'est à la tête du cortège qu'il mena les enfants, ces enfants pour qui il s'était dévoué toute son existence. L'idée de république d'enfants a fait son chemin à travers le monde. Je vous renvoie au livre de Romuald Havet et de Michel Mialet, qui a consacré un ouvrage aux républiques d'enfants à travers le monde, ouvrage intitulé « Repenser le statut de l'enfant ». Mais pour l'heure, écoutons, grâce à la traduction de Lydia Valeryczak, le 4e feuilleton radiophonique du vieux docteur, L'audience. Les voyages sont en vogue dernièrement. Oh, les assemblées, les forums, les congrès, les expositions, l'école buissonnière, les colonies de vacances, les rencontres sportives, les excursions, le camping, les pays exotiques. Oui, l'homme contemporain est devenu très mobile. C'est fondé, utile, instructif, sain, contagieux. Alors voilà, moi aussi, comme tout le monde. Je vagabonde, je flâne ici et là, mais en raison de mon grand âge, je vais et je viens à travers le monde uniquement par la pensée. Oui, je cours, je vole, je m'arrête, je jette un œil, j'écoute le quoi, le qu'est-ce,
et c'est reparti. Très loin. Je voyage par la pensée. Pas besoin de passeport, pas besoin de visa, de devise, ni de valise. Sans sac à dos, sans plan de ville, sans station, ni douanier. Oui, assis dans mon lit, ou assis dans mon fauteuil en simili-cuir, et en avant les idées. Sans charbon ni suie, sans essence, sans chauffeur ni pilote. C'est confortable, sûr, bon marché et intéressant. Je visite mon pays comme l'étranger. Les contrées lointaines aussi, sans billets, à l'œil. C'est donc Varsovie, Berlin, Vienne, Rome, Prague, Paris, Madrid, Londres. À l'est, Varsovie, Moscou, la Chine. New York et le sud. Le sud, pourquoi pas L'Inde, l'Afrique, la Terre Sainte, l'Égypte, Athènes et l'Australie. Alors, auditeur, ne sois pas étonné, n'y crois pas si ça te chante, je me suis perdu dans l'inconnu. Et en plein vol, tout naturellement, comme ça, sans chichi ni tralala, sans pétition, humblement, discrètement. J'ai atterri, non pas pour une audience, mais pour une petite causerie. Devine où ? Au ciel. Eh oui, ni plus ni moins, un petit moment au ciel, moi, fatigué, lassé, pour me reposer au calme. Quel vacarme sur terre ! C'est la cohue, le méli-mélo, l'exiguïté. Là, rien que 450 millions de Chinois, dont 150 millions ne sont que des canailles. On pourrait en dire bien plus des visages pâles. Un spécimen en vaut 10. Tandis qu'ici, c'est-à-dire au ciel, règne un silence apaisant, un souffle d'éternité, de plénitude. Vu d'ici, notre globe terrestre, c'est une balle de ping-pong en celluloïd. Dans le meilleur des cas, un bourdon virevoltant bruyamment. Eh oui, il y en a du monde, des mondes. C'est un tas de graviers scintillants, de perles lumineuses, de rosées. Pfuit, l'astronome, en hauteur dans sa tour, à travers un tube métallique, grâce aux mathématiques, aux lentilles, à la relativité, il calcule, il examine, il mesure, il devine, il fait des estimations, il prend des photographies. Alors que moi, rien de tout cela. Je n'avais même pas une petite lorgnette. Je n'ai fait que regarder, à travers une fenêtre des plus banales, et sa vitre salie par la fumée. Pourtant, j'y suis parvenu. Hop, hop, au ciel, chez le bon Dieu. On semble avoir oublié que, entrée libre, tout le monde en a la possibilité. Mais peut-être le fait-on plus rarement, justement parce que l'accès est facile et illimité. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Par manque de temps, par négligence ou par peur ? Pourtant, je t'assure, il n'y a pas de quoi avoir peur, auditeur. Celui qui n'a pas connu ça aura du mal à le comprendre. Tu penses sûrement que j'ai été aveuglé par la lumière ? Non, je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai été frappé par la foudre ? Non plus. Je suis tombé face contre terre ? Non, non, du tout. Au début, j'étais un peu gêné, mais crois-moi, ça n'a duré qu'un court instant. Au contraire, je me suis vite senti aussi à l'aise que chez moi. Je vais te donner un exemple. C'est comme si un jeune berger s'était retrouvé par inadvertance dans un palais royal et, ayant trompé la vigilance des gardes, il s'était arrêté face au trône et s'était exclamé « Aide-moi, mes bêtes ont dévasté un champ. » Non, ce n'est pas vraiment ça. Alors disons qu'un bambin a échappé à sa nourrice pour dire à son père, le roi, « Papa, les chiots ont ouvert les yeux, ils voient. » Ou encore, imagine un moineau entré par une fenêtre qui s'est posé sur le spectre royal. Il nettoie son bec, tourne la tête, il gazouille, tout drôle. Il ne comprend pas.
Ils ne réalisent pas ce qui se passe. Bon, le moineau n'a pas été créé à l'image de l'homme. À la place du moineau, j'aurais même pu imaginer un papillon, mais la comparaison me paraît plutôt maladroite. Non, 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 je n'étais pas décontenancé. Ça s'est passé en toute simplicité, je t'assure, sans emphase, sans solennité, tout bonnement. Hop, allez, sans délai. Sans m'annoncer, sans salle d'attente, sans garde, sans escalier, sans poignée de porte, sans couloir. Il y a plus d'attente dans n'importe quelle agence. Je te le répète, j'y suis arrivé sur le champ, sans aucune difficulté. Bon, nous sommes donc là, lui et moi. Cette mise en parallèle, bon, quoi qu'on en dise, il faut bien avouer qu'elle recèle un certain contraste, une distance, un rapport proportionnel. C'est un fait, je n'y peux rien. La suite, j'ai sauté sur l'occasion, pro publico bono, c'est-à-dire pour le bien de tous. Sans doute eût-il été préférable d'agir autrement. Mais moi, sans préambule ni apostrophe, comme ça, de but en blanc, je lui ai dit « Eh bien, mon Dieu, ça va mal, hein? Ça tourne pas rond sur terre. On n'y s'y sent pas bien. Il y a un bazar énorme. » Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ignore pourquoi, soudain, j'ai parlé aussi rudement, avec tant de grossièreté, de brusquerie. Bon, le mal était fait. C'était comme ça, et pas autrement. C'est ce que je ressentais. Le médecin inspecte la gorge avec sa cuillère, il voit une inflammation, il dresse son diagnostic, une angine. Bon, pour moi, c'était un bazar. Lui, sans colère aucune, sans surprise même, il semblait dire « Je sais, et alors ?» Je n'étais pas préparé à cette discussion, et à vrai dire, pas habilité. Après tout, de quel droit prenais-je la parole? Et au nom de qui? Mais tant pis. Enhardi, j'ai poursuivi de plus belle. Alors ceci, cela, les hommes ne parviennent pas à s'entendre. Tu sais, Dieu, en bas, ils s'entretuent, hein. Oui, ils s'entretuent, armés jusqu'aux dents, ils se haïssent. Les canons, les torpilles, les gaz, les gazettes. D'où les protestations, hein, les résolutions, les menaces, les dissensions. Et puis les sans-abri, quoi, le chômage. Eh oui, le vide, dans les poches à temps plein et sur la plage en pleine saison. Le trouble, oui, le trouble. La révolte des jeunes, l'incertitude et l'hypocrisie. Les coutures craquent, tout se défait. Oh, l'être humain semble assommé, dépité, psychiquement mort, partiellement, totalement, globalement. Ah non, 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 non. Dieu, ça ne va pas du tout. Eh bien, il n'a pas réagi. Il attendait, il me regardait. Tu veux savoir comment il fait? Eh bien, c'est comme s'il examinait une bactérie inoffensive, naïve, bénigne, à l'aide d'un ultra-microscope, avec calme, douceur, attention et bienveillance. J'ai donc continué sur ma lancée. Ah, il le fallait bien. Ah, quand le vin est tiré. Toujours est-il que, d'une certaine manière, nous, lui, l'être humain, quoi qu'il en soit, d'un point de vue historique et comparatif, rien n'est plus vraiment comme avant. Prenez l'avion, par exemple, ou le sous-marin, ou encore le métro et le téléphérique, le Zeppelin, la stratosphère, la machine à vapeur. Mais tout ça, c'est du passé. Désormais, elle est remplacée par les chevaux électriques, les ampères. Ah ben, sans commentaire, hein. Nous avons apprivoisé les champs magnétiques et les éléments. Prenons une montagne. L'homme y creuse un petit trou et hop, voilà un tunnel. On a besoin d'une route? On se met aussitôt à construire un pont, un canal, une digue, une autoroute. Un arbre fait obstacle? Allez, on s'en débarrasse. Quoi? Un amas rocheux? À grands coups de dynamite, on assèche les terrains boueux. Tu vois, les cigognes et les trolls ont dû quitter les marécages. On sait à présent ce que sont la foudre et le choléra. On a inventé les vaccins. On sait prévoir la météo. Et la radio, la radio, ce n'est pas rien.
à crédit, la lampe et le poste de radio. J'entends le monde parler, jouer, hurler et danser, sans fil électrique, hein. Le téléphone et le télégraphe, les atomes, les ondes, les ions, les protons n'ont plus aucun secret pour nous. Ben, tu vois, nous les assemblons, les dissocions, les ordonnons comme les cellules, les poires ou les harengs, à plein gaz, à l'échelle cosmique, interplanétaire, et que ça et là y ait encore des novices, mais ça ira. Ce n'est qu'un début. L'évolution est en marche. Nous savons, nous pouvons, nous délibérons. Tenez, la Société des Nations est peut-être bancale et mollasse, mais elle a tout de même le mérite d'exister. Quant à la santé, à la vie, désormais, il y a l'interne de l'hôpital, le dentiste, le chirurgien et l'oculiste pour l'œil, l'otologue pour l'oreille, le laryngologue, le stomagne-derma-gastroentérologue, le neuro et le vénérologue. Quoi, vous avez un grain, un souci? Il y a le psychiatre, l'insuline, les prothèses et les synthèses. Oh Dieu, à présent, on peut tout créer de manière artificielle. Les engrais, la soie, les dents, les matières grasses, les fourrures, les patinoires et les œufs. Tiens, le béton armé, les chars de combat, les dictaphones, les chaises électriques. Nous sommes même devenus des intimes de la pérennité, avec le stylographe, le stylo-bille, la permanente. Et les cautions, l'hélium, les ailes, le sport, le phosgène, le photographe. Le jazz, les gangsters, les masques, les sauts, les lancers, les courses, toujours plus loin. Le planning familial, toujours plus haut. Les triomphes, les succès et les excès. Et ce n'est que le début. En fusée, sur la Lune? Oh, une bagatelle, oui. Tout d'abord, ce sera le risque-tout. Le menthe-captus, le nigo, quoi. Puis le savant. Viendra ensuite le globe-trotter-snob. Et finalement, toute la canaille s'y précipitera. N'importe quel touriste ira à Orbis. Orbis, bon, c'est une agence de voyage polonaise, pour ceux qui ne connaissent pas. N'importe quel touriste ira demander à cette agence de tourisme un aller-retour Terre-Lune à tarif réduit, s'il vous plaît. Il réservera un hôtel avec eau chaude, eau courante et un téléphone cosmique. Allô, allô, Chaska, c'est moi. Je m'ennuie. Mes amitiés, Irena. Bon, je rentre le mardi 10 décembre. Hein. Je ramènerai des cartes postales. N'aie pas de regrets, la cuisine est mauvaise. On est infesté de punaises. Eh oui. Écoute, l'immortalité, le cinéma sonore. Avant, quand un acteur passait l'arme à gauche, c'était basta, fini, end, fin. Aujourd'hui, sur la bande, il continue à jouer, à embrasser, à déclamer, à tirer sur les autres. Le politicien s'est éteint? Pas grave. Son disque reprend ses discours, ses menaces, ses mensonges. Quant au défunt boxeur immortalisé à l'écran, il distribue encore ses coups dans les dents, dans les oreilles. Et les glandes simiennes? Ça aussi, ça coûte cher. Le concept n'est pas encore bien élaboré. Les débuts sont difficiles, mais bientôt, on entendra les maîtresses de maison demander « Casia, vous achèterez du pain, des légumes, 1 kilo de farine de blé pour les pâtes, de la farine de son également, et avec ceci, 100 grammes de glandes humanisées pour monsieur. Mais veillez à ce qu'elles soient bien fraîches. » Après les avoir mangées avec des petits oignons, le vieux lourdeau, on verra les jeunes au tapis. Il paraît qu'on a inventé des pilules. On en avale une avec un verre d'eau et on est rassasié. Mais le syndicat les a interdites, parce que la vie perdrait son sens et son goût sans bonne chair. Les transfusions sanguines étaient rares à une certaine époque. Aujourd'hui, elles sont monnaie courante. En cas de maux de tête, d'hémorroïdes, de corps aux pieds, demain, on nous greffera des reins semblables à des petites saucisses. On nous greffera un estomac d'autruche, un cœur ou une vésicule biliaire artificielle. On transformera les peaux ridées, on les tannera, les éclaircira, les rénovera,
ou on les remplacera par des peaux neuves. La puissance, les succès, les exploits, l'homme a déjà tout vu, en long, en large et en travers, et il comprend. Oui, il a évolué, égalé, dépassé, il maîtrise. Maintenant, il faut le traiter autrement. Avant, quand un insecte le piquait, ça le démangeait. Mais il n'avait pas avec quoi se gratter. Aujourd'hui, l'homme a de quoi se satisfaire. Il a les gratte-ciel et les étrilles. À présent, il sait à quoi se référer, il sait impressionner. L'homme est indépendant, il se suffit à lui-même. Quelle importance que la vache ou la tortue soient sorties de l'arche de Noé. Et chez nous, de formidables limousines sortent de nos garages, des zeppelins décollent de nos hangars, des dreadnoughts lèvent l'ancre dans nos docks. Rien à voir avec le pauvre pigeon ou le carassin sauvé du déluge. Non, la justice est désormais active, judiciaire, administrative. La providence sociale siège dans les centres de soins et les dispensaires. J'ai tenté de me rappeler le quart du tiers et j'ai fini par conclure. Il faut arrêter de materner l'homme, cesser de lui donner le sein, qu'avec sa propre ingéniosité, sa propre raison, sans yogi, ni derviche, ni bronze, ni fakir, ni lama, ni chaman, ne pas le diriger, ne pas l'orienter, ne pas l'alerter, qu'il décide seul de son sort. Eh bien, tu vois, Dieu ne m'a pas interrompu. Eh non. En guise de réponse, il n'a prononcé qu'un seul mot. Bienveillant, hein, paternel, un seul. Mais il y avait dans cet unique mot tant de bon sens, de persuasion, de clémence, que je me suis senti comme une poussière, une graine, un pistil, une brindille, une aigrette, une gouttelette. Eh bien, Dieu ne m'a pas dit « sot » ou « so-so », ni même « grand sot » ou « pauvre sot ». Non, il a dit tout simplement « sottise ». Sottise. La puissance de ce mot paternel était telle qu'à l'instant même, je suis rentré chez moi, je suis redescendu sur terre, dans ma chambre, dans mon fauteuil. C'était l'audience avec Dieu, le 4e feuilleton radiophonique du Vieux Docteur, publié le 7 janvier 1939 dans la revue Antenna. La semaine prochaine, nous écouterons son feuilleton intitulé « L'aide hivernale ». Prenez soin de vous et rappelez-vous, l'enfant a des droits.